bonsoir à toutes et tous. D'abord, merci pour votre accueil et je suis très heureux d'être parmi vous ici pour vous présenter, j'espère, des projets qui sauront vous intéresser. Alors, je ne savais pas trop comment commencer sur cette introduction, mais en fait, là, je viens de me décider un peu dans le moment. J'ai décidé de commencer par un témoignage, puisqu'on parlait d'engagement. Et moi, donc, je suis paysagiste urbaniste. J'ai travaillé 4 ans, je crois, en agence de paysage à Paris, donc je faisais de la maîtrise d'œuvre. Tout ça, c'était entre 2018, 2021, 2022. Et en parallèle, j'ai fait l'école de paysage de Versailles en alternance, donc j'ai repris aussi mes études. Et donc moi, j'étais pas quelqu'un de particulièrement engagé, j'aimais créer des choses, voilà, j'aimais tout ce qui était en rapport avec la ville, l'art, etc. Mais j'étais pas particulièrement engagé. Et puis ma pratique, elle est venue percuter un peu la réalité, on va dire, à la fois de nos métiers, mais aussi du contexte qu'on vit. Il y a eu deux événements très importants pour moi. C'est d'une part le Covid, qui a, je trouve, été un moment de re-questionnement collectif sur le sens de plein de métiers finalement. Et puis aussi un autre événement très important pour moi, ça a été la guerre en Ukraine. Et en fait, suite à ces deux événements, j'ai fait un burn-out dans l'agence où je travaillais, qui n'était pas un burn-out lié à la charge de travail, mais vraiment voilà, une crise de sens de ce que j'avais envie de faire. Et donc j'ai pris un peu de recul, j'ai quitté le monde des agences, j'ai quitté Paris, et j'ai voulu me ressourcer dans ma région toulousaine. J'ai fait des chantiers participatifs, j'ai essayé voilà, de faire des choses différentes, de rencontrer des gens. Et donc j'ai monté cet atelier Le Vent se lève avec cette idée d'essayer en tout cas de proposer un travail un peu en décalage avec justement ce monde de la maîtrise d'œuvre pour peut-être porter un nouveau regard sur nos métiers, sur nos pratiques, sur le sens qu'on veut leur donner, les sujets qu'on veut porter. Et c'est ça que je vais vous proposer d'explorer peut-être lors de cette conférence. Alors vous verrez qu'il est beaucoup question donc de contre-projets, de récits, de grands récits de territoire pour essayer de fédérer des acteurs, pour essayer de pointer du doigt des choses qu'on ne voyait pas mais qui sont peut-être essentielles. Il sera aussi question dans les projets que je vais vous présenter de catastrophes. J'ai parlé de la guerre. Il y aura des catastrophes industrielles, des catastrophes climatiques, des catastrophes que moi j'appelle d'aménagement, avec notamment la question des luttes contre les projets, contre les infrastructures. Et donc je vous propose d'abord de commencer par un premier projet que j'ai décidé de vous présenter parce que il s'accroche un peu à votre région de Nancy, enfin en tout cas la région de l'école où vous êtes. Et c'est un projet que j'ai fait avec Alice Barthélémy et Maxime Bardou, c'était en 2021-2022. Donc on a intitulé Opération Remédiation, qui a été lauréat du concours Europan 17. Alors je ne sais pas si vous connaissez le concours Europan, donc c'est un concours pour jeunes architectes, praticiens, urbanistes ou paysagistes européens. Un concours d'idées, suivi parfois de réalisations, et qui permet voilà, pour les lauréats ou pour les personnes qui sont distinguées d'avoir une première commande publique qui s'ouvre après. C'est comme une sorte d'appel d'offres en fait finalement pour les jeunes pour se lancer, et ça c'est souvent des projets qui permettent de lancer des jeunes qui veulent monter leur cabinet. Et donc nous on a fait ce projet, donc le site en question c'était la base aérienne 112 à Reims. Une base donc aérienne, voilà, le sujet peut paraître un peu assez singulier, hein, de travailler sur un ancien site de l'armée. Et l'idée ici, donc, c'était une base de l'armée qui a été désaffectée en 2010 et qui a laissé place donc à la fois au vide des pistes, etc. et puis aussi des lieux d'habitat, puisqu'il faut savoir que voilà, les officiers, l'armée, etc. Vivent dans des casernes, et là donc il y avait, pour donner un ordre d'idée, c'était un site qui accueillait 2 à 3 000 personnes, donc c'était presque une ville dans la ville. Et donc ce site tout à fait singulier nous a plu, à la fois pour le site et aussi pour l'histoire qu'on pouvait raconter, qui mobilise le passé et qui essaye d'inventer quelque chose pour le futur aussi.
Alors on a commencé par faire cette frise qui parle en fait un peu de tout le projet qu'on a voulu porter. C'est un projet qui parle de l'histoire de ce territoire, puisque cette base aérienne, elle se trouvait dans le no man's land des tranchées de la Première Guerre mondiale. Et donc on a voulu raconter un peu une histoire des héritages de la guerre, des héritages culturels, des héritages matériels, des héritages écologiques, et comment ils se traduisent à notre époque. Pourquoi on voulait parler de ça? Parce que on s'est rendu compte que c'était un sujet tabou. Tabou, bon, on le sait pourquoi, hein, parce que voilà, il y a eu un travail de mémoire, il y a une volonté de passer à autre chose par rapport à ces traumatismes de guerre, mais tabou aussi pour les héritages, les séquelles concrètes que ce conflit et ces conflits laissent sur nos territoires. Et donc ce tabou qui fait qu'aujourd'hui on ne traite pas certains sujets qui pourtant sont des sujets qui devraient être des sujets de préoccupation, notamment pour la santé humaine, pour la santé de nos milieux habités. Et donc cette frise, elle parle de cela, elle parle des chaînes qu'on a voulu remonter depuis la guerre jusqu'à notre époque, pour expliquer un peu comment ce conflit a transformé tout un quart de la France en fait, d'une manière directe ou indirecte. Et donc on a essayé de classer un peu ces différents héritages. On en a trouvé, je dirais, 3 ou 4 grandes familles d'héritages. La première, c'est ce que la guerre a fait au sol. Il faut savoir que la Première Guerre mondiale, c'est vraiment la première guerre à échelle industrielle. Et c'est une guerre où on a vu se déverser plus d'1 milliard d'obus sur une bande de 360 km. Et parmi ces obus, 30% n'ont pas explosé. Ils sont toujours dans les sols. Et donc toutes ces armes, aujourd'hui, seulement après un siècle, elles commencent à se décomposer dans les sols. Et elles polluent les nappes phréatiques de l'est de la France, notamment au perchlorate, mais aussi avec des produits comme le plomb, le cadmium, le mercure. Et donc aujourd'hui on a voilà, des territoires entiers d'espaces agricoles dans lesquels même on rapporte que les agriculteurs chaque année ils remontent des obus. Et donc on doit faire appel à des services de déminage. Et tout ça, ça produit vraiment voilà, même une sous-culture, on va dire, dans certains territoires. Et la région de Nancy en est un des exemples concrets, puisque c'est juste au nord du département que se trouve la seule école française de déminage. Et c'est pas un hasard si elle est là, c'est parce que vraiment c'est un territoire où au quotidien il y a des obus à aller désamorcer. Donc ça c'est la première partie, c'est cette histoire des sols. Ensuite il y a l'histoire on va dire des forêts et de la végétation. Et en fait ce qu'on voit aujourd'hui c'est que les forêts de l'est de la France, elles sont complètement héritées de cette période, puisqu'au début on avait vraiment des forêts de hêtres, charmes, chênes. Et suite à la guerre en fait on va avoir des territoires tellement dévastés et pollués que les services de l'État vont avoir pour réflexe voilà, de faire table rase et de dire qu'on ne va pas remettre en culture ou reconstruire sur ces territoires. Et donc ça va devenir ce qu'on appelle les forêts de guerre. Et les forêts de guerre, ce sont des forêts très, très souvent monospécifiques et des forêts plutôt de pins, d'épicéas, de Douglas, qui aujourd'hui arrivent à maturité après un siècle et qui sont des forêts malades parce que pas forcément adaptées avec le changement climatique, parce que génétiquement trop monospécifiques et donc fragiles vis-à-vis des maladies. Et donc ces ressources-là aussi, elles posent problème, elles vont demander aussi de couper les forêts. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces ressources dans un temps court, de bois, etc. C'est aussi des sujets de construction, des sujets d'architecture. Il y a aussi, donc, de la même manière qu'il y a un peu des répercussions indirectes, la guerre sur les plantes aussi. Il y a toute une histoire que nous on voulait raconter un petit peu, que moi je trouve intéressante. Par exemple, les plantes obsidionales, ce qu'on appelle les plantes obsidionales, ce sont les plantes rapportées par les guerres. Notamment, les Américains ont ramené des plantes qui aujourd'hui sont présentes sur nos territoires et voilà, qui se sont répandues. De la même manière, vous connaissez peut-être la renouée du Japon. La renouée du Japon, à la base, c'était une plante de décor, de jardin, et elle s'est vraiment répandue à cause de la Première Guerre mondiale, parce que c'est une plante qui, avec les obus, a explosé en termes de graines et s'est répandue sur tout le territoire. Après, il y a un autre héritage qu'on connaît, hein, c'est plutôt ce que la guerre a fait aux hommes, et donc là, c'est plutôt de l'ordre de la mémoire. C'est aussi de l'ordre de la culture, une sorte de culture de guerre, puisque dans l'est de la France, depuis même avant la Première Guerre mondiale,
il y a cette culture de défense de la frontière est de la France avec des réseaux de forts, de bases aériennes, et tout ça, ça marque le paysage. Il y en a qui sont abandonnés aussi. Et c'est ce qu'on a voulu montrer justement sur cette carte, de montrer ce paysage, ces héritages de guerre. Je vous parlais des sols, c'est ce qu'on voit en marron, les zones les plus polluées, en vert, les forêts de guerre. Les forêts de guerre, donc ce sont ces forêts à la fois replantées et aussi ce qu'on appelle les bois mitraillés, c'est-à-dire des forêts existantes qui ont perduré, mais qui sont complètement criblées par des munitions. Et donc ça aussi, ça a des conséquences même sur le traitement du bois dans les scieries, parce que ça peut faire casser le matériel. Et donc je parlais d'héritage des bases. On a un réseau comme ça de bases aériennes qui se sont constituées après-guerre, de territoires aussi comme le camp de Mourmelon ou de Suippes, qui sont carrément des giga-camps d'entraînement de l'armée française, qui sont assez uniques en France, et qui se sont installés là, encore une fois parce que c'était des paysages trop dévastés et qu'on ne pouvait pas reconstruire, et donc l'armée a décidé de garder le foncier en fait. Et donc ce qui est assez fou de constater, c'est qu'aujourd'hui, dans ces territoires, on fait encore la guerre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des entraînements avec des obus. Si vous regardez les vues aériennes, c'est constamment dévasté par des opérations d'entraînement. Et donc, cette carte, elle avait pour nous cette volonté d'essayer d'élargir les enjeux pour montrer que cette base aérienne, cette friche, finalement, elle est affiliée à tout un réseau qui peut-être demain peut parler de réparation, de qu'est-ce on a appelé notre projet opération remédiation, donc la médiation face au conflit, comment on vient remédier, comment on vient réparer, prendre soin d'un territoire. Et donc en fait tout notre projet, c'est un projet de base et de réseau de base qui viennent réparer ces paysages altérés, les traumatismes des ressources, des vivants, les traumatismes des humains aussi contemporains. Comment on peut les accueillir dans cette ancienne base. C'est un peu tout le travail qu'on a fait, et puis un travail vraiment d'illustration aussi de cas concrets de ces espaces. Alors par exemple, vous avez à Verdun ce qu'on appelle la place à gaz. C'est sans doute l'endroit presque au monde le plus pollué à l'arsenic, puisqu'à la fin de la guerre, l'armée a décidé de déstocker tout ce qu'elle avait accumulé de produits chimiques dans la nature, de les stocker à des endroits parfois qu'on connaît, parfois qu'on ne connaît pas. Et donc la place à gaz, c'est vraiment un lieu aujourd'hui qui est complètement altéré par cette guerre. D'autres motifs de cette guerre, c'est je vous parlais d'héritage, et on a voulu tourner rapidement la page. Tout ce qui a été du tabula rasa, et donc là il y a des sols entiers qui ont été décapés, talutés, notamment dans la région de Reims par exemple, et d'autres endroits comme justement dans la forêt de Verdun, où on a laissé les traces, et c'est la nature qui a repris ses droits, et ces espaces dont les sols ont été remodelés, déstructurés, on les appelle les polémofaciès. Donc polémo, ça vient du grec qui fait référence à la guerre, et donc en fait aujourd'hui on se rend compte que même ces héritages-là, même s'ils produisent sans doute des pollutions, ils sont aussi source de nouveaux milieux, des milieux humides. Voilà. Donc la guerre, elle laisse des traces complexes qui ne sont pas juste de l'ordre du tabula rasa, mais aussi des héritages qui avec lesquels on doit peut-être travailler aujourd'hui pour réparer nos milieux. Alors, j'ai rajouté cette image qui n'était pas à la base dans le concours, mais qui, pour moi, est une réflexion que j'ai eue après le concours sur les héritages de cette guerre. Et parmi ces héritages, pour moi, quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a aussi un héritage technique des guerres, et qui a des répercussions directes dans la manière dont on aménage le territoire. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir, c'est que souvent les applications qui ont été développées pendant la guerre, dans tout un tas de domaines, là, on va parler un instant on va dire des véhicules, hein, mais aussi dans la partie de la chimie, par exemple, de l'agrochimie. Tous les héritages de guerre ont ensuite été transférés dans la vie civile. Et aujourd'hui, ont des répercussions dans nos manières d'aménager le territoire. Et donc aujourd'hui, on voit bien que par exemple le char d'assaut qui a été inventé sur le front de guerre en 1915,
Et ben, c'est des techniques qui ont été réutilisées après pour nos véhicules, voilà, pour faire face à des milieux qu'on veut réaménager, à la hâte, qu'on veut voilà, remodeler. Et on a comme ça tout un tas d'applications qui sont aussi des héritages de cette période. Donc je vous parlais de la base, la voici, voici la base aérienne. Le projet, globalement, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'analyser un peu notre projet par vraiment de l'existant, puisqu'on est, comme je vous disais, c'était un camp pour 3000 personnes, donc déjà beaucoup de... Voilà, une friche militaire où il y avait déjà beaucoup à faire avec l'existant. Et donc on a essayé de le classer, on va dire, de le thématiser en 3 grands espaces, cette base. Au nord, on avait ce qu'on appelait les champs de manœuvre, les terrains de manœuvre militaires, et donc qui se sont enfrichés avec des parkings, etc. Et donc là, on a voulu en faire des lieux de programmation autour de la question de la réparation des sols, de trouver des techniques pour régénérer les sols, pour comment dire, replanter, faire des pépinières temporaires, pour replanter les bocages qui ont disparu aussi dans toutes ces régions. Avoir des espaces de recherche sur le végétal. On a une clinique sur le végétal, par exemple, qui parle de ces questions-là. La partie centrale, c'était vraiment la partie habitée. Donc là, les bâtiments, c'était vraiment des dortoirs, etc. Et donc nous, on a voulu en faire des nouveaux lieux d'hospitalité, par exemple, pour soigner des personnes qui auraient eu des accidents dans la région et qui ont besoin de faire de la rééducation. Des gens, voilà, qui... on a voulu thématiser aussi ce quartier au regard des catastrophes de notre époque, des catastrophes climatiques, faire des lieux de relogement des populations qui auraient perdu leur logement à cause des inondations, à cause d'une tornade, etc. Et enfin en bas, on a plutôt des entrepôts, et donc là on a voulu travailler vraiment, là on voit bien voilà, les programmes qui parlent exactement de ce que je vous ai dit sur la carte principale, hein, c'est-à-dire de refertiliser les terres, dépolluer les sols, travailler avec cette scierie des bois qu'on a appelé traumatisés, mais en fait des bois spécifiques de cette guerre pour en faire vraiment des ressources pour la construction de matériaux locaux. Et donc voilà, ça c'était ce projet-là, et je voulais vous parler aussi en parallèle de... en fait, ce projet, ce qui était intéressant aussi, c'est que il trouve aussi des sources dans le projet de fin d'études que moi j'ai fait à Versailles. Et je voulais en parler parce que je trouve ça intéressant de aussi se poser la question de comment on peut valoriser nos projets de fin d'études quand on termine une école d'architecture ou de paysage, et comment ça peut venir pour produire quelque chose d'autre. En l'occurrence, moi, mon projet de fin d'études, vous allez voir qu'il crée des liens avec ce premier projet Europan, et notamment parce que donc moi, comme je vous le disais, je suis toulousain, et j'ai vécu à Toulouse quand j'étais jeune la catastrophe d'AZF, qui a été une catastrophe industrielle la plus importante depuis l'après-guerre. Donc moi j'avais 8 ans, j'étais à l'école, et donc un jour de septembre 2001, il y a une grande usine, l'usine AZF, que vous voyez au second plan de cette image, qui a explosé à Toulouse. C'était une usine d'engrais chimiques. Et ce que je trouve intéressant là, c'est le lien qu'on peut faire. Je vous parlais du lien avec la guerre, de l'agrochimie, etc. C'est que là, il y a vraiment un lien direct. C'est que cette usine, initialement, c'était les poudreries nationales. Et pendant la Première Guerre mondiale, c'est devenu une des 5 usines de fabrication des obus pour l'armée française. Suite à la guerre, il y a eu le traité de Versailles, et la France a récupéré des brevets en guise de réparation de guerre, des brevets allemands, et notamment des brevets sur les engrais chimiques qui avaient été développés par l'Allemagne, qui était en avance sur ces questions-là. Et la France a décidé de reconvertir ces usines d'armement, puisqu'on manipulait à peu près les mêmes substances, vers, comme je disais, vers des applications civiles, vers les engrais chimiques, et a choisi ce site pour en mettre cette usine qui s'appelait l'ONIA, l'Office national de l'azote, et qui est devenue AZF ensuite. Et donc là, on voit vraiment ce passage, comme j'en parlais, que je trouve intéressant. Et donc c'est ce produit chimique qui était produit à Toulouse, qui a explosé en grande quantité en 2001, dans une zone qui initialement était à l'écart de la ville, mais que la ville a rattrapé petit à petit, et donc qui est devenu vraiment un risque que les autorités ont sans doute pas vu.
Et alors pour vous donner un peu une anecdote, pour vous vous rendrez compte un peu de la catastrophe, donc les dégâts sont chiffrés à 1 à 2 milliards d'euros, 40 000 personnes ont été sinistrées, donc pas forcément perdu leur logement, mais en tout cas leur logement était plus habitable. Et ce que vous voyez au premier plan, c'est notre usine qui elle aussi est issue des poudreries nationales. C'est une usine qui fabrique les carburants pour les fusées Ariane. Et donc ce jour-là, par miracle, il n'y a pas eu de réaction en chaîne entre les sites, mais l'incident aurait pu être beaucoup plus grave, sachant que le pipeline qu'on voit là entre les deux qui relie les deux sites permettait de transporter du gaz moutarde, qui était aussi le gaz, on y revient, le gaz de la Première Guerre mondiale, etc. Et donc voilà, on voit que dans ces complexes chimiques, il y a des héritages qui sont dangereux, et qui peuvent créer des catastrophes. Bon, je vais peut-être passer rapidement, mais mon projet de fin d'études, c'était aussi d'aller faire une archéologie des matières de ce site, d'essayer de comprendre les énergies qui l'ont composé, à la fois le fluvial, puisqu'on est au bord de la Garonne, les sédiments, et la période de la modernité avec les pollutions. Voilà, donc j'avais fait tout un travail sur les sols pour comprendre cette complexité qui a amené potentiellement à cette explosion, et essayer de changer le regard sur ces énergies, comment on peut travailler avec, comment on peut accepter peut-être que des espaces sont pollués et que ça dit quelque chose de notre époque avec laquelle on doit composer. Et donc c'est ce travail que j'avais fait de cartographie entre les sédiments, les sites pollués, les sites qui ont été dépollués autour de l'usine, et un travail aussi, on va dire artistique, hein. À Versailles, on est assez libre sur la forme que peut prendre le PFE. Et moi, j'avais vraiment ce besoin, je pense aussi, ayant vécu l'explosion, d'essayer de peut-être changer l'image que j'avais de ces explosions en traduisant un peu artistiquement aussi. Essayer de retrouver ces motifs-là, les comprendre, remettre des formes au service d'un projet de paysage, d'une représentation. Et aussi d'essayer de retrouver des énergies et de montrer qu'on peut recomposer un paysage avec ces énergies. Alors là, vous avez le cratère de l'explosion, hein, donc 40 mètres de diamètre, je crois, qui fait 25 mètres de profondeur. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce site-là, il a été sous scellé judiciaire pendant 15 ans, donc il y a eu un tabula rasa, dépollution du site, sauf le site du cratère et ses alentours. Et voilà comment c'est aujourd'hui. C'est le seul espace qui reste de cette époque. Et finalement, je trouve ça assez... pour des raisons judiciaires, on a conservé la trace principale de la catastrophe, et finalement il y a presque un retournement des énergies. Je vous parlais tout à l'heure des polémo-faciès, de la guerre, etc. Et là je trouve qu'on retrouve quelque chose aussi du rôle aussi de la nature. On pourrait, si on ne sait pas que c'était un cratère d'explosion, on pourrait croire que c'est une forme qui est là et qui est entre guillemets une forme naturelle, quoi. Bon voilà, je vais peut-être passer assez rapidement, mais voilà, après le travail c'était justement de re-raconter une histoire avec ces matières et ces sédiments, et de parler de ces sols-là. C'est ce que j'essaie de faire dans ce projet. Alors ensuite on va parler d'un autre projet que j'ai fait ces dernières années, qui était un concours d'idées lancé au Japon sur le site de l'ancienne centrale nucléaire. Donc encore une fois, un projet lié à une catastrophe, la centrale de Fukushima, qui m'a beaucoup intéressé. Vous comprenez maintenant que j'avais vécu cette catastrophe d'AZF, et que du coup c'est des sujets qui me passionnent, et en fait la forme était assez libre. Tout ce qui était demandé, c'était de proposer quel pouvait être le devenir de cette centrale après sa dépollution totale en 2050, prévu pour 2050. Quel pourrait devenir ce lieu? Est-ce que ça pourrait devenir une ville? Voilà, c'était un sujet assez libre. Et donc moi j'ai décidé de travailler sur cette question des énergies, puisque ce site a porté pendant toute l'ère de la modernité cette question presque prométhéenne de l'énergie facile, de l'énergie déconnectée de nos modes de vie, puisque finalement l'énergie nucléaire, qui est une énergie de grande échelle, elle fait perdre le lien que peut avoir l'homme avec les activités humaines, avec les réseaux d'énergie.
On ne sait plus où est produite l'énergie qu'on consomme, finalement, on ne le sait presque pas. Et ça, je trouve que c'est intéressant de retrouver des liens énergétiques entre les espaces où l'on vit et d'où l'on vit. Et là, j'ai essayé de le faire donc dans un format vraiment très libre. On est vraiment, disons-le, dans une espèce d'utopie, en fait, hein, quelque part. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que ça permet justement, avec cette liberté-là, de peut-être trouver des formes qui permettent de rassembler les lieux qu'on connaît, les lieux existants, avec cette question de l'énergie et de l'architecture et des ressources. Essayer de composer quelque chose avec tout ça. Alors, il se trouve qu'en plus, on est au Japon et que les Japonais, ils ont une culture... j'ai fait quelques lectures et je me suis rendu compte qu'ils avaient une relation particulière aux énergies notamment primaires. Donc on connaît bien le rapport qu'ils ont avec les risques sismiques, par exemple, avec les tsunamis. Les Japonais, finalement, ils acceptent dans leur culture la question de la catastrophe. Elle est vraiment inhérente à leur culture. C'est normal que de temps en temps tout soit détruit et qu'on rebâtisse, qu'on reconstruise. Ils acceptent vraiment ces forces-là. Et quelque part, mon projet, l'idée, c'était celle-là, c'était de réaccepter les énergies telluriques, les énergies de la Terre, finalement, les énergies primaires dans le projet. L'énergie du vent, l'énergie du soleil, l'énergie des marées, l'énergie des rivières, donc des choses très simples, et d'essayer de faire un peu une paléo-architecture, finalement, une architecture qui réinvestit les formes de la modernité, mais avec parfois des innovations qui sont tombées dans l'oubli, ou des choses qu'on a... Voilà. Et donc ça crée un mélange entre différentes époques qui essayent de constituer quelque chose qui est de l'ordre de la réparation, et encore une fois, vous l'avez compris, qui n'est pas dans le tabula rasa, quoi, qui réinvestit les formes existantes. Et ce travail-là, donc, il a produit cette première image où j'ai essayé de créer des machines à roues, des machines qui réinvestissent les énergies primaires pour créer, on va dire, des boucles énergétiques. Et finalement, d'une boucle à l'autre, l'énergie et les ressources se transforment et s'appuient sur la boucle précédente. Par exemple, la première boucle, elle va dépolluer, désimperméabiliser les sols, ce qui va permettre à une seconde boucle, par exemple, de produire de la soie avec des vers à soie, parce qu'on aura recréé des milieux autour de la centrale. Et cette soie, elle permet de recréer une troisième boucle, qui est une boucle de manufacture, où on vient tisser les ressources. C'est des choses assez simples, mais je trouve que c'est intéressant de créer cette poétique un peu qui fait dialoguer les ressources, les énergies, et juste qui essaie de refaire prendre conscience des cycles à la fois terrestres et des énergies de nos modes de vie, comment ils peuvent se réencastrer dans le terrestre, en fait, finalement. Alors peut-être pour vous montrer quelques-unes de ces machines, voilà, c'est des choses vraiment très, très libres, et j'ai bien conscience qu'il y en a beaucoup qui ne pourraient pas exister vraiment. Donc c'est presque un travail artistique, on va dire. Il y a cette machine éolienne à désimperméabiliser, donc, qui permet de désartificialiser la terre autour de Fukushima. L'idée, c'était de travailler, je vous le disais, avec la soie, mais aussi avec le sel, du coup, puisqu'on est au bord de la mer. De faire remonter des ressources vers le haut de la centrale, donc il y a besoin de mettre en place des vis d'Archimède, par exemple, qui sont des vis Archimède éoliennes. Et puis après, il y a des machines un peu plus complexes. Là, je suis allé chercher... c'est une machine que j'ai un peu réinvestie, mais qui existe, hein, vraiment, même, on va dire, presque dans cette architecture-là. C'est des machines de gradation de la saumure qui font monter l'eau, et à travers un réseau de fibres font tomber la saumure jusqu'en bas. Et tout ça est alimenté par l'énergie éolienne. C'est une machine qui existe au Japon, qui existe aussi en Europe. Je ne sais pas si elle a été inventée de manière concomitante ou si c'est l'un qui a copié l'autre. Je crois qu'il y en a une qui existe en grandeur nature en Pologne ou dans un pays balte. Et puis réinvestir vraiment à la centrale ces infrastructures pour voilà, créer des grandes éoliennes qui vont nourrir toutes ces manufactures. Alors moi j'aime bien utiliser ce mot de manufacture parce que je trouve qu'on parle beaucoup de réindustrialisation,
Et dans réindustrialisation, il y a industrie, et qu'elle soit verte ou pas, je crois que l'échelle qu'elle nous impose, cette industrie-là, elle impose nécessairement plus de destruction qu'elle n'améliore nos vies. Et j'ai l'impression que le mot manufacture, qui porte quelque chose de plus humain, reconnecte aussi notre énergie dans l'artisanat, dans la production, dans la transformation du monde. Et je trouve que c'est sans doute une échelle qui est peut-être plus à même d'appréhender les bonnes voies sur lesquelles on devrait aller sur ces questions de production. Alors là aussi, une machine un peu inventée à piston qui permet d'utiliser le rythme des marées. Et donc c'est ce rythme-là qui, quelque part, nourrit la machine qui va tisser la soie produite sur place, etc. Voilà. Et alors le troisième projet que je souhaitais aborder avec vous, c'est un troisième type de réflexion. On a vu deux manières de peut-être faire du projet, aller dans les appels à idées, même portés par des institutions comme Europan, dans lequel vous, en tant qu'architecte, sans doute, jeunes architectes, il y a de la matière pour penser, pour imaginer, une liberté pour faire des propositions. Il y a cette forme plus libre dont on vient de parler, d'un appel à idées qui est plus de l'ordre de l'utopie et qui permet d'interroger, de cibler des choses peut-être particulières, plus spécifiques. Et un troisième type de projet qui est venu, pareil, avec mon retour à Toulouse, ce sont des projets qu'on peut appeler alternatives ou contre-projets. Et là, c'est directement en lien aussi avec mon histoire personnelle. Voilà, moi je suis toulousain étarné, et quand je suis rentré à Toulouse à la suite de mon burn-out, j'ai découvert un peu, même si j'en connaissais un peu l'existence, ce projet d'autoroute A69, et très vite j'ai compris que il portait, voilà, que ça allait être une catastrophe. Et notamment, en fait, il y a eu un jour où je faisais le trajet entre les deux villes, et ils avaient commencé à baliser là où allait passer l'autoroute. Et les hommes ont arrêté de cultiver cet espace-là. Et je suis passé peut-être 3 mois après qu'il y ait eu le balisage, et d'un coup on a vu surgir dans les 60 km du tracé l'itinéraire, non pas par le balisage, mais par le fait que les hommes avaient arrêté de cultiver, que le sauvage avait repris sa place dans le paysage. Et c'était un moment vraiment de flottement et de bascule que j'ai trouvé hyper intéressant et dramatique, parce que c'est là où j'ai compris vraiment ce qui nous attendait sur ce territoire, ce qui allait être détruit, ce qui allait voilà, disparaître, ce qui allait être affecté, les villages qui allaient être affectés par les nuisances, etc. Et c'est aussi un moment où je me suis dit, en fait, en l'état là, réglementaire, tel quel, il est en train de se passer quelque chose qui peut-être peut faire bifurquer nos imaginaires, nos propositions pour ce territoire, dans la manière de s'y déplacer, de le comprendre, de comprendre cette question des mobilités, voilà, de comprendre le vivant aussi, parce que c'est quand même assez extraordinaire de se dire d'un coup que sur 60 km, il y a un enfrichement qui se fait, ça produit forcément quelque chose pour le monde vivant. Et donc je suis allé voir en fait le collectif, tout simplement, qui était opposé à ce projet autoroute, et je leur ai proposé qu'on travaille ensemble pour non pas être juste des opposants à l'autoroute, mais vraiment proposer une vision qui soit à la fois une vision qui explore des nouveaux imaginaires, mais qui soit aussi une vision très ancrée, qui puisse parler aux gens locaux, qui comprennent vraiment le territoire, qui fassent des propositions qui parlent du territoire, et qui permettent d'explorer sans doute une autre voie que celle qui était proposée, et qui en fait est une grande artificialisation en cours et à venir. Donc on a parlé de guerre, de catastrophe, désolé pour la qualité de l'image, mais voilà, ça c'est les travaux en cours, et je trouve qu'il y a vraiment une filiation, quoi. Là, on peut pas passer à côté quand on voit une tranchée comme ça, entre ce qu'on a fait de la technique et comment on la met en œuvre maintenant, et ce que ça produit sur nos territoires. Donc après les catastrophes voilà, climatiques, industrielles qu'on connaît, moi je pense vraiment qu'on peut aujourd'hui, quand on parle d'écocide, parler de catastrophes d'aménagement, parce que ces aménagements-là, ils détruisent vraiment des territoires. D'abord, ils
consomme énormément d'énergie, parce que arriver à ça, c'est une énergie monstrueuse qu'il faut pour déblayer, aller bétonner, etc., maintenir. On ne parle jamais du coût de la maintenance des infrastructures, mais c'est très important, puisque une infrastructure, il faut sans cesse la remettre en état vis-à-vis de tout le trafic, et ça nourrit aussi une machine. Les centrales à bitume, on sait aujourd'hui que c'est cancérogène, etc. Donc il y a tout un monde derrière, extractiviste aussi, qui est nourri non seulement par la construction, mais par la maintenance de tout ce réseau d'infrastructures. Et puis on voit bien aussi comment ça va à la fois créer des nuisances dans la qualité de vie des gens et aussi sur les corridors, parce que là on fragmente complètement des territoires entre eux. Et on sait aujourd'hui par exemple qu'une des raisons qui fait que le vivant est fragilisé sur nos territoires, c'est justement la multiplication des réseaux, des infrastructures qui coupent les territoires et qui fait que génétiquement même les espèces elles sont obligées de se reproduire entre elles dans des territoires de plus en plus petits et fragmentés. Et donc ça les affaiblit, ça nourrit encore plus tous les effondrements qu'on connaît. Donc voilà, là c'était deux petites images qui montrent un peu les deux philosophies finalement de nos projets. On voit bien d'un côté l'artificialisation, le côté barrière, d'autant plus qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais il y a une nationale existante qui passe à 50 mètres de la nouvelle autoroute, donc il y a déjà une route en fait existante, donc le besoin n'est pas du tout avéré. Et à côté, nous, notre projet, il part vraiment de l'intention que je vous ai dit quand j'ai vu ce territoire, c'est-à-dire comment faire avec cette bande en aménageant sans doute des choses, mais en laissant aussi une place aux forces vivantes de s'exprimer, de régénérer le territoire, de traiter par le foncier qui est libéré de cette autoroute, c'est-à-dire 400 hectares sur 60 km, tester des nouvelles politiques d'aménagement, des nouvelles politiques publiques, des nouveaux montages fonciers, on parle par exemple de communs. Est-ce que ces terres, on les garde, est-ce qu'elles peuvent avoir une vocation communale et donc faire en sorte que ces usages ils soient partagés, accessibles à tous et pas privatisés. Voilà, notre projet il parle de ça, il parle de cette volonté d'inventer sur 60 km un modèle de ménagement du territoire qui sortent des logiques de dépendance des grandes métropoles et qui permettent d'ancrer vraiment les mobilités, les transformations du territoire depuis les territoires où on vit et pour les habitants qui y vivent. Et donc ça se traduit par trois stratégies qu'on a voulu montrer dans ce plan. La première, c'est les transports. Quel transport on peut avoir? Nous, on est parti du constat qu'il y avait une nationale, comme je vous le disais. Donc il ne faut pas nier, le rôle de la voiture peut être utile dans certaines conditions. Et donc nous, on fait en sorte que cette nationale elle soit réaménagée pour qu'on puisse continuer pour les personnes qui en ont besoin de prendre leur véhicule, mais aussi pour inventer une mobilité qui soit beaucoup plus partagée, c'est ce que vous avez là. Et donc on essaye aussi de faire changer l'imaginaire de ces nationales. Parce que finalement ces nationales, avec le modèle des autoroutes, elles ont beaucoup perdu en qualité, en entretien. Beaucoup sont déclassées aujourd'hui en départemental. Et donc ce réseau qui pendant une grosse moitié du XXe siècle était le réseau structurant des vacances pour les gens, etc., une forme peut-être de convivialité parfois, il a été totalement déprécié par le modèle du tout autoroute, et nous on veut lui redonner de la valeur avec des points d'arrêt, des points de transport en commun, avec beaucoup plus de bus pour pouvoir traverser ces 60 km, des points d'intermodalité, puisque ce qu'on propose aussi, vous l'avez vu sur l'image de la petite axonométrie tout à l'heure, c'est qu'il puisse y avoir une grande véloroute qui traverse presque en parallèle, en reprenant le tracé de l'autoroute, tout le territoire, non pas pour faire Toulouse-Castres, mais pour faire tous les trajets qu'on pourrait faire en se passant de la voiture au quotidien. Tous les trajets de petite mobilité sur 5 km, 10 km, etc. Et puis il y a la question du train, il y a une ligne existante. Et donc nous aussi on veut, et c'est un débat qui monte finalement dans le débat public, refaire projet avec le ferroviaire, avec le train, vraiment le replacer au cœur des politiques d'aménagement,
en travaillant avec l'existant, encore une fois. Ça, c'est intéressant parce que si c'est toujours pour refaire des nouvelles infrastructures, c'est pas forcément intéressant. Il y a une ligne existante, nous on propose de l'améliorer, de créer, comme vous le voyez ici, des points de croisement, puisque pour l'instant il est monorail. Donc au lieu de faire 2 voies sur tout le long qui demanderaient beaucoup d'expropriation, il y a des subtilités sans doute qui coûteraient beaucoup moins cher, qui seraient de faire des points de dépassement au niveau des gares entre les différents trains, et d'enrichir aussi la programmation qu'on adosse à ces gares avec des lieux de logistique des derniers kilomètres pour les habitants avec voilà, ce modèle de cyclo-logistique, de petits véhicules légers aussi, des espaces de convivialité, des espaces où on puisse se retrouver. Et donc de faire finalement du transport un prétexte pour se rencontrer, pour recréer du lien, et non pas, comme c'est aujourd'hui le cas, pour nous éloigner les uns des autres. Notre projet, c'est un imaginaire des transports, c'est aussi un imaginaire des activités. Vous avez vu que c'était une question que j'aimais bien avec ce qu'on a vu sur Fukushima, la production, comment on réinvestit des lieux. On a voulu faire ce même travail pour montrer qu'on pouvait créer un modèle économique qui fonctionne avec ce modèle de mobilité. Et l'idée, c'est de repartir encore une fois des lieux existants. Là, on a à Castres, ancienne ville ouvrière, ancienne ville industrielle, des filatures. Et on propose de créer un grand lieu qu'on a appelé la Cité du Vélo, qui soit un lieu qui parle vraiment de mobilité douce, de production de mobilité douce, de production de vélo, de réparation, d'accueil du tourisme à vélo, d'en faire un lieu de culture autour du vélo, avec l'idée par exemple qu'on puisse avoir un musée populaire du vélo. Qu'est-ce que c'était notre idée? C'était, au lieu de mettre toujours en premier plan les grands champions, que en fait, ce soit les gens qui rapportent leur vélo et qui nous racontent leurs histoires de famille. Et que en fait, ce soit la vie des gens qui soit racontée aussi par le vélo. Aussi de retrouver une fierté un peu locale, de pouvoir parler de ces gens qui sont aussi oubliés. Et donc voilà, on crée des lieux comme ça qui parlent d'économie circulaire, solidaire, de manufacture, de production en France, mais dans le respect aussi des ressources existantes par le recyclage, etc. Dans l'imaginaire des mobilités, dans cette question des équipements, dans cette question de l'économie, et de faire avec l'existant, on a aussi regardé les mobilités aériennes, parce que finalement c'est intéressant, on est à côté de Toulouse, Toulouse c'est une ville d'aéronautique, et il y a cette base qui est superbe aux abords de la nationale existante, qui est une base de planeurs. C'est très très beau quand vous passez là le samedi, qu'il y a les bénévoles qui font voler les planeurs et que vous passez au-dessus, vous voyez des avions qui passent, mais des avions sans moteur. Et il n'y a même pas besoin en théorie d'un autre avion pour les treuiller, puisque vous avez des treuils qui permettent de les faire s'envoler au sol. En fait je trouve ça super, quoi. C'est qu'on a une mobilité complètement décarbonée, populaire en l'occurrence, puisque vraiment c'est une association qui existe depuis des années et qui gère ce lieu, et qui permet de parler de la question aérienne, parce que quand vous êtes là-haut, vous voyez la montagne noire, vous voyez les vallées, et donc quelque part de se reconnecter aux espaces qu'on aime, parce qu'on les voit d'une autre façon aussi. Et donc ce lieu pour nous il était très important pour toutes ces questions-là, et ce qu'on a voulu faire, c'est à la fois lui rendre hommage, pour lui montrer que ça existait, parce que finalement ces autoroutes, on traverse, et on voit pas les choses qui sont autour de nous, et donc on voulait montrer cette base aérienne, et en même temps on voulait l'enrichir, en tout cas essayer, faire des propositions pour parler vraiment des mobilités aériennes de demain, qui puissent être des mobilités peut-être autres que l'aviation telle qu'on la connaît. Donc on a mis des dirigeables, on a mis ce qu'on a appelé des aérocycles. Ça existe vraiment, il y a des expériences faites par le MIT dans les années 70 où ils ont réussi à s'envoler avec un vélo. C'est assez marrant, mais du coup voilà, l'idée c'est ça, c'est de parler de l'aérien, de parler du climat, du changement climatique sur un territoire, et d'en faire un lieu de ces nouveaux rapports à l'aérien. Donc je vous parlais d'imaginaire aussi, et moi je me suis... Alors, c'est là où parfois on est un peu entre deux, on est un peu balancé. Moi j'avais envie de trouver un peu de liberté dans le projet. Il y a des choses que je vous montre là qu'on n'a pas forcément mises dans notre projet présenté au grand public.
parce qu'on a conscience que on nous prendrait peut-être pour des uluberlus, etc. Mais l'idée en tout cas, et pas tant que ça finalement, parce que quand on voit aujourd'hui le développement des véhicules intermédiaires, on n'est vraiment pas loin. L'idée c'est de montrer aussi voilà, que par le dessin, par cette exploration, cette liberté-là, on peut inventer des choses et donner envie. Et je crois que ça c'est intéressant parce que finalement c'est pas si important de ça de savoir si ce vélo volant qu'on voit en bas, il va vraiment exister ou pas. L'important c'est la direction, l'énergie et le cap vers lequel on veut aller. Et des utopies aujourd'hui, en fait, il y en a déjà. Je veux dire, le monde capitaliste tel qu'il est, il est construit sur des utopies. Aujourd'hui, les grands patrons américains, ils veulent aller sur Mars, et toute une partie de l'économie est dirigée, toute l'énergie qu'on met, tous les capitaux qu'on met, ils sont déployés pour ce projet totalement utopique qu'on fera jamais, qui sera jamais accessible à l'humanité à cette échelle. Et donc, finalement, il y a des acteurs aussi de pouvoir qui ont leurs utopies. Et je trouve ça intéressant d'essayer de discuter, de réfléchir à quelles pourraient être les nôtres. Et donc, tout ça, c'est venu à la fois par ma propre réflexion, mais aussi, c'était déjà en germe chez les opposants au projet d'autoroute. Parce que moi, quand j'ai participé aux manifestations, le mot d'ordre, c'était, il y a eu une espèce de course de savon et on a demandé aux gens de construire leur propre véhicule et le but de la course, c'était celui qui arrivait en dernier. L'idée, c'était de ralentir, de montrer qu'on voulait ralentir sur le territoire, et donc il y a eu cette course avec ces bolides, etc. Et donc les gens eux-mêmes déjà s'étaient appropriés cette question de la mobilité en essayant de bricoler des choses qui soient ni vraiment du vélo, ni vraiment des voitures en fait, tout simplement. Et donc un des travaux qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est ça, c'est observer aussi les aspirations des gens et essayer de, parce qu'on nous apprend, d'essayer de les retraduire un peu. Voilà. Alors là, je vais juste vous montrer rapidement, et on finira sans doute par là, une série d'affiches qui ont été faites dans ce projet, et justement qui parlent de ça, qui parle de ces imaginaires-là, et qui montre aussi que on peut faire un travail artistique qui renouvelle un peu les modes de représentation de nos projets. Ça, pour moi, ça fait vraiment partie du projet. C'est un peu de la fiction, mais ça parle des lieux communs de ce projet Notre Voie. Ça parle un peu d'architecture, comme la briqueterie solidaire, ça parle de mobilité, ça parle de transport, de consommation, d'artisanat. Et je crois que réfléchir par ce système peut-être d'affiches à des lieux communs, à comment on les imagine, qu'est-ce qui... Et sans que ce soit forcément dans le spectaculaire comme on le fait avec les perspectives, etc. Voilà, c'est notre manière de peut-être parler des projets, et c'est ce qu'on a essayé de faire voilà, dans ce projet-là, Une autre voie, avec aussi des affiches peut-être plus thématiques et engagées hein, sur la lutte elle-même. Vous savez aujourd'hui qu'il y a, j'en profite pour dire du coup, qu'il y a beaucoup d'architectes hein, qui sont engagés dans des luttes écologiques. Il y a même un collectif qui s'est monté qui s'appelle les Bâtisseurs des Terres, avec qui j'ai pu être en contact quand on a fait cette lutte sur l'autoroute A69, et qui œuvre un peu partout en France sur des luttes, soit par de la construction concrète, soit par voilà, de l'aide sur de la communication, sur de la réflexion, de la dénonciation des projets en cours, etc. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à être parmi vous ce soir. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré.